Et je commencerai par cette question, où en est-on de la catastrophe de l'usine Lubrizol de Rouen? Eh bien bonjour à toutes et à tous, et comme d'habitude, merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Cette usine Lubrizol qui a été incendiée dans le courant de la semaine dernière n'en finit pas de susciter une vague d'indignation, d'angoisse de plus en plus manifeste lorsque l'on se rend dans la région. Ce que j'ai fait dimanche, puisque alors même que le président de la République n'a pas jugé bon de se déplacer pour aller voir ce dont il en retournait, montrant ainsi qu'il est plus attentif à la solidarité européenne qu'à la solidarité française, eh bien, moi je suis allé sur place pour aller voir un petit peu ce qui se passait. Nous avons des adhérents, nous avons des sympathisants. Tous les témoignages que nous avons recueillis ont fait l'objet d'une captation vidéo que je vous suggère d'aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Tous les témoignages concordent sur plusieurs éléments. D'abord, il y a eu un gigantesque incendie en pleine nuit. Deuxièmement, la préfecture a vaguement dit vers 7 heures du matin, c'est-à-dire longtemps après que le feu se fut déclaré, la préfecture a donné des consignes très vagues. Et ensuite, le vendredi, Madame Buzyn, je crois, et un autre ministre se sont rendus sur place, ont tenu d'ailleurs des propos qui étaient assez contradictoires les uns avec les autres. Madame Buzyn étant, semble-t-il, plus inquiète des conséquences sur la pollution des sols et encore davantage sur la santé des populations. Et puis le préfet, le samedi, a dit qu'il y avait eu 78 mesures qui avaient été prises. En gros, que tout allait bien, Madame la Marquise, ou du moins qu'on allait aller vers plus de transparence. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a promis une transparence totale. Monsieur Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a indiqué qu'il allait revoir l'implantation des sites à risque, des usines à risque, etc., etc. Donc tout le monde maintenant, les dirigeants commencent à s'agiter un petit peu. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette affaire? Premièrement, c'est que, encore une fois, tous les témoignages concordent sur le fait qu'il n'y a eu aucune information. Deuxièmement, que lorsque l'information est divulguée, elle est divulguée au compte-gouttes et en fait par des autorités qui ont perdu en fait à peu près toute crédibilité. Les gens voudraient savoir est-ce que c'est dangereux ce qu'ils ont respiré, qu'ils continuent de respirer. Les gens ne sont pas si bêtes. Ils savent bien que l'on peut avoir des vomissements. Il y a des personnes qui ont eu des vomissements, qui ont eu les yeux qui les brûlaient. Mais les gens savent bien que ça peut n'être que finalement un côté superficiel. Il ne faudrait pas, et ça fait partie des rumeurs qui circulent. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait eu des produits radioactifs, ce qui ne semble pas exact. Il y a d'autres rumeurs qui circulent, j'en parlais un instant, comme quoi il y aurait des particules d'amiante qui se seraient échappées, qui auraient été consommées dans l'atmosphère. Or, vous le savez, ça a été reconnu comme une maladie professionnelle, et ce n'est pas pour rien qu'il est interdit d'utiliser de l'amiante maintenant, c'est que l'amiante peut produire des effets à très long terme, des cancers de la plèvre notamment, au bout de plusieurs années, voire plusieurs décennies. Alors il faut espérer que ça n'est pas le cas. Des scientifiques sont venus, mais encore une fois, il y a un doute qui subsiste sur toutes ces opérations. On attend toujours, à l'heure même où je parle, donc nous sommes le 1er octobre, en milieu d'après-midi, on attend toujours des précisions sur les prélèvements qui ont été effectués là-dessus. Au-delà de ça, je voudrais attirer l'attention sur le fait que si les Français que j'ai rencontrés, les Rouennais, les personnes qui habitent dans la région se plaignent, ils se plaignent des services de l'État, mais ils ont pu constater que c'est l'ensemble de la chaîne de commandement, l'ensemble des services publics et des contre-pouvoirs qui a disjoncté. Parce qu'on incrimine bien entendu l'État, à juste titre, mais la région, le conseil régional, n'a absolument rien fait. Le conseil régional de Normandie, le conseil départemental de Seine-Maritime s'est tout autant mis aux abonnés absents, de même que la mairie de Rouen, la plupart des mairies. D'ailleurs, parmi les mairies, si j'ai bien compris, il y aurait eu 106 mairies finalement qui ont été directement concernées dans la proximité de l'usine. Parmi les mairies en question, il y a des mairies qui ont conseillé à certains de leurs habitants de se calfeutrer chez eux, d'autres qui leur ont dit simplement de faire attention. Ça a été pareil d'ailleurs avec des entreprises. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans une entreprise de livraison et qui me disait dans telle entreprise de livraison, on a dit aux employés qu'ils avaient une journée libre ou plusieurs journées libres, qu'il fallait qu'ils restent chez eux. Dans d'autres entreprises, elle dit simplement faites attention,
quand vous circulez, ce qui ne veut strictement rien dire. Faites attention quand vous circulez, ça veut dire allez-y. Évidemment, on ne vous conseille rien du tout. Faites comme d'habitude. Et peut-être éviter de respirer à plein poumon, en effet, la fumée, mais ça ne va pas plus loin. Donc en fait, les gens se plaignent à la fois d'un risque qui est secret, on ne sait pas ce que c'est, qui est certain. C'est une usine classée Seveso haut risque, et également d'une absence de transparence de l'information et d'une absence de rapidité de l'information, et aussi d'une absence de vision contradictoire de l'information. En fait, les gens seraient rassurés s'il y avait des représentants d'associations environnementalistes, des scientifiques assermentés et qui ne soient pas rémunérés par l'État, et qui puissent participer à l'enquête en question et mettre carte sur table. Qu'est-ce que l'on peut en dire encore de cette affaire ? On peut en dire que si on comprend bien les toutes dernières révélations qui sont arrivées hier 30 septembre, c'est que il semble que le feu a pris dans un hangar avec entreposé des matières très dangereuses. Le directeur de l'usine a fait part de son étonnement de voir ce départ de feu à cet endroit-là, ce qui alimente d'autres rumeurs sur éventuellement un acte de malveillance, voire un attentat. Mais ce qui alimente aussi une autre chose qui n'est pas une rumeur, qui est avérée en revanche, c'est qu'en janvier de cette année, et de nouveau en juin de cette année, les dirigeants de cette usine Lubrizol, qui soit dit en passant appartient à un consortium qui est possédé par Berkshire Hathaway, qui est la propriété, le fonds d'investissement, qui est la propriété du très grand multimilliardaire américain très connu Warren Buffett. Eh bien, pour en revenir à ce que je disais, les dirigeants de cette usine, en janvier et en juin, ont fait une demande pour entreposer bien davantage de stocks de matières dangereuses, justement là où l'endroit a pris feu. Or, le préfet a donné son accord à cette augmentation des stocks qui, paraît-il, si pris séparément, reste en dessous des seuils requis par je ne sais quelle directive sur Seveso, mais cumulé dépasse largement les directives de Seveso. Enfin, de ce risque Seveso au risque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le préfet a pris, donc c'était fin janvier je crois, et au mois de juin, a autorisé cet entrepôt de nombreuses matières dangereuses supplémentaires. Et s'il y a une autorisation qui est demandée, c'est bien parce qu'il y a un risque. Sinon, il n'y aurait pas d'autorisation qui est demandée. Mais il a pris ses décisions sans en référer à l'autorité indépendante environnementale. Et cela probablement, et là je cite un article tout à fait intéressant, sur lequel d'ailleurs j'ai publié un article sur notre site et sur les pages Facebook que je vous suggère d'aller lire minutieusement. Eh bien, si vous lisez un article très intéressant qui a été fait sur le site Actu Environnement, qui s'intéresse particulièrement à cette question, et ces décisions auraient été prises en vertu, cette mise à l'écart de l'autorité indépendante environnementale aurait été prise en vertu de la loi ESSOC. Alors c'est quoi la loi ESSOC ? C'est une loi qui a été votée, proposée par le gouvernement, donc Macron et Édouard Philippe, et qui a été votée comme un seul homme, bien entendu, par les députés de la majorité, c'est-à-dire les députés de En Marche. Et ESSOC, ça veut dire pour un État au service d'une société solidaire. Voilà un mot ronflant pour définir une loi et dont le fondement s'est fondé sur deux piliers, et notamment l'un des piliers, c'est le faire confiance et arrêter avec les normes qui embêtent les gens. Vous connaissez ce discours qu'on connaît traditionnellement, il y a trop de normes, ça embête les gens, et c'est ça. Si vous allez voir les liens que j'ai indiqués dans cet article qui est mis en ligne, vous verrez, ça pointe sur un site du ministère de l'économie, le portail du ministère de l'économie, etc. Allez-y et vous verrez qu'il y a une présentation de cette loi ESSOC qui demande donc aux autorités administratives désormais d'arrêter d'embêter les gens et donc de faire des expérimentations et notamment l'expérimentation du pouvoir de faire. Et il y a un exemple très particulier qui concerne non pas une usine Seveso, mais qui concerne des ouvriers des usines travaillant dans le bâtiment, où il est conseillé que s'il y a des émanations de matières polluantes, il faut faire confiance à l'entreprise et il faut juger uniquement sur les résultats et non pas sur les moyens. Ça veut dire que cette loi, que finalement le préfet, si j'ai bien compris, a appliquée à la lettre, cette loi postule avec
toute une idéologie dominante, depuis maintenant de nombreuses années, postule en fait la péremption de l'idée d'un État qui contrôle, qui vérifie, qui interdit et qui sanctionne. Maintenant, l'État doit se carapater, doit se passer dans un trou de souris. Tout ce que fait l'État, c'est mal. Tout ce que font les entreprises privées, c'est bien. C'est l'idéologie du moment. Donc, à partir du moment où on a dû juger, le préfet a dû juger que mettre encore des stocks de matières dangereuses dans cet entrepôt, finalement, c'était pas très, ça allait embêter l'entreprise de saisir une autorité indépendante environnementale, et que lui, tout simplement, en tant que préfet, il allait court-circuiter cette opération. En fait, cette loi ESSOC, elle participe d'un mouvement général qui contribue à dessaisir l'État de son rôle de contrôle, de vérification, de contrôle et de protection des populations. Au bout du compte, si on creuse bien toute cette affaire, on s'aperçoit que c'est encore une fois, bien sûr, la loi du fric qui est derrière. La loi du fric qui est derrière. On imagine volontiers d'ailleurs que si l'entreprise a dit voilà, il faut mettre de plus en plus de matières dangereuses là-dedans. J'imagine que l'État, le préfet, les services du préfet n'ont pas dû oser lui demander mais pourquoi faut-il augmenter les trucs, ou que l'entreprise a dû dire écoutez c'est ça ou sinon je mets la clé sous la porte, du chantage à l'emploi, enfin des trucs comme ça, j'imagine assez volontiers. J'imagine aussi que le préfet a eu peur peut-être de se faire taper sur les doigts si l'entreprise ou les grands patrons, le big boss américain, passaient un coup de fil à Paris pour s'indigner qu'on lui fait des misères à Rouen pour une usine, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai connu quand même, quand j'étais en cabinet ministériel, comment des entreprises, comment des fonctionnaires, parfois de niveau élevé, comme des préfets ou des ambassadeurs, essayent de faire respecter la légalité républicaine, un État protecteur, et puis comment parfois des gens qui court-circuitent tout le monde, qui vont directement au niveau du président de la République ou du ministre, finissent par désavouer leurs subordonnés. Bref, on a cette affaire. Alors, ce n'est pas sûr et certain que c'est la cause unique. Peut-être que dans les heures qui viennent, on va apprendre que c'est un attentat qui a causé l'explosion. Mais force est de constater que le feu a pris à partir de ce hangar dans lequel il y avait un entrepôt massif de produits chimiques très très dangereux. Et si attentat il y a eu, l'attentat il a bénéficié de ce concours de circonstances. Voilà. La réalité, c'est que nous avons un État qui n'assure plus la protection des populations. Et d'ailleurs, on a l'impression que tous les responsables politiques se carapatent. Alors évidemment, maintenant, le Premier ministre, Monsieur le maire font assaut de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Sauf que encore au mois de septembre, c'est-à-dire il y a quelques semaines, c'était même, je crois qu'il y a 15 jours, encore le 16 septembre dernier, il y avait des directives prises par Matignon. Vous verrez ça dans l'article que j'ai publié sur le site internet. Il y avait des directives qui disaient qu'il fallait arrêter comment dirais-je, d'appliquer des réglementations sur la santé ou la sécurité qui étaient en fait des réglementations jugées excessives, jugées trop tatillonnes. Comme l'a conclu un avocat qui est interviewé par cet article d'Actu Environnement, en fait, c'est la régression du droit dans tous les domaines. On fait, depuis maintenant un certain nombre d'années, sous l'idéologie ultralibérale, on fait régresser le droit du travail, mais aussi le droit de la protection sanitaire, le droit de la pollution, le droit de l'environnement, etc. Le tout sous couvert de modernité et sous couvert de favoriser le dynamisme économique. C'est un scandale. D'ailleurs, on m'a dit, alors il faudrait le vérifier, mais on m'a dit que cette usine de Rouen avait déjà fait, il y avait déjà eu, je crois, il y a quelques années, en 2013 ou 2014, il y avait déjà eu un gros problème avec une émanation de produits chimiques très désagréables qui, paraît-il, alors là, les vents dominants venaient plutôt du sud, donc ça avait monté le long de la Seine-Maritime, et ça avait franchi la Manche, et c'était arrivé, paraît-il, jusqu'au Royaume-Uni. Et au bout du compte, eh bien, l'usine n'avait eu, si j'ai bien compris, à payer qu'une amende de 4 000 €. Ça ne va pas. Je considère pour ma part que face à une telle situation, avec une angoisse des populations, il faut bien le comprendre, parce que même si aujourd'hui la pluie a lavé les sols, les populations ont peur de ce qu'elles ont respiré, elles ont peur aussi de ce qu'elles vont consommer, que ce soit les poissons, le bétail ou les volailles, ou que ce soit des produits comme des végétaux, des fruits ou des légumes. Face à une telle angoisse, face à une pollution aussi extraordinaire, la moindre des choses aurait été déjà de mettre en examen le directeur de l'usine et puis éventuellement de le mettre sous les verrous pendant quelque temps pour essayer, parce qu'il peut très bien essayer d'organiser la disparition d'un certain nombre de preuves.
Nous nous sommes rendus en délégation devant l'usine. L'usine à 100 mètres de là, il y a simplement une barrière métallique, aucune protection. Aucune protection. On a simplement vu un ouvrier qui était là, qui passait. Alors il y a des lances à incendie, donc il y a encore des gens qui envoient de l'eau pour essayer de calmer les braises. Je vous parle d'une situation, c'était dimanche dimanche aux alentours de 13h. Mais on a vu un ouvrier qui passait, qui était avec une combinaison blanche, qui était la NBC, je crois, c'est les combinaisons pour les risques nucléaires, bactériologiques et chimiques. Bon. Donc ça quand même, a priori, il n'était pas en train de servir le café. Ça veut dire qu'il y a quand même un risque qui est perçu pour que les ouvriers se mettent ce genre de combinaison. Mais à part lui, il n'y avait personne. On a vu des enfants qui faisaient de la bicyclette juste à côté. Et puis nous, on a pu aller jusque donc devant les barrières. Pas un seul policier. Nada. Nichts, nothing, niente. Rien. Je trouve ça quand même un petit peu fort de café. D'autant plus fort de café que, m'a-t-on dit, lorsque les ministres étaient venus sur place, alors là, il y avait des rangées entières, évidemment, de CRS. C'est autre chose, mais ça vaut le coup aussi de le souligner. La France est en train de devenir ce que l'on appelait, sous la Grande Catherine de Russie, des villages Potemkin. C'est-à-dire que l'État est tellement aux abois financièrement. On ne cesse que de couper dans les crédits de tous les services publics que très souvent, eh bien, lorsqu'un ministre se déplace, on fait déplacer avec lui d'une compagnie de gendarmerie ou des policiers ou je ne sais pas quoi, des gendarmes mobiles, ça dépend de l'emplacement. On fait genre devant les caméras, et puis une fois que les ministres sont repartis, hop, on met tout le monde parce qu'il y a un ministre qui va ailleurs, quoi. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on est dans le fake, dans le faux semblant. Dans le faux semblant. Ça me rappelle une anecdote que m'avait racontée il y a plusieurs années, quand j'étais allé, c'était il y a 3-4 ans, quand j'étais allé à l'île de Mayotte, où je m'étais entretenu avec un colonel de gendarmerie, et qui m'avait, quelques semaines auparavant, il y avait eu Manuel Valls qui était venu, le Premier ministre, qui avait d'ailleurs fait une déclaration restée célèbre, puisqu'il avait dit qu'il était heureux d'être dans cette île du Pacifique. Alors quelqu'un lui avait tapé sur l'épaule. Monsieur le Premier ministre, on n'est pas dans le Pacifique, on est dans l'océan Indien. Bon. Enfin bref. Et il était revenu, il était resté là pendant évidemment, à chaque fois que ses excellences font des déplacements, il reste là 3-4 heures pour ensuite repartir. Mais on avait, à l'occasion du Premier ministre, fait venir de l'île de la Réunion et je crois même de métropole des bataillons de forces de l'ordre, je sais pas, de gendarmes mobiles ou de gendarmes ou de CRS ou je ne sais pas quoi, et qui avaient été là pour montrer, parce que M. Manuel Valls voulait montrer que la République luttait contre l'immigration clandestine venue du reste de l'archipel des Comores, venue de l'île d'Anjouan. Et puis, bien entendu, lorsque le Premier ministre était reparti, hop, il n'y avait pas les moyens nécessaires, on avait rapatrié les forces de l'ordre ailleurs, sur un autre théâtre d'opération. Voilà ce qu'est devenu la République. Un théâtre d'ombre, un président de la République qui ne s'est même pas déplacé, un préfet qui fuit ses responsabilités, une population qui est laissée dans l'ignorance complète de ce qui peut se passer et des risques. Certains qui prennent d'ailleurs qu'il y a un véritable exode. Il y a des gens qui sont partis, qui sont allés se réfugier à plusieurs centaines de kilomètres parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Voilà, cette affaire témoigne d'un véritable scandale d'État. D'autant plus que c'est quand même une usine Seveso. Risque Seveso, je crois qu'il y en a plus d'1 millier en France. Normalement, pour une usine comme ça, il devrait y avoir des plans. Jadis, on parlait des plans Orsec, Organisation des secours. Il devrait normalement y avoir des plans où tout devrait être prévu à l'avance. Devrait être prévu. C'est un pléonasme, prévu à l'avance. Devrait être prévu. Et donc, il devrait y avoir immédiatement, s'il y a un incendie comme ça qui se déclare en pleine nuit, immédiatement le préfet devrait être réveillé. Immédiatement, une cellule d'urgence devrait être réveillée. Et puis immédiatement, si risque majeur il y a pour la population, pour la santé des populations, il devrait y avoir un système de voitures avec des haut-parleurs réveillant la population, fût-ce à 3h ou 4h du matin, en leur disant écoutez, fermez toutes vos fenêtres, etc. Ou bien prenez vos clics et vos claques et partez. Parce que l'on ne sait pas quel était le contenu de ces fumées qui continuent d'ailleurs de se développer. Et dans ce genre de situation, mieux vaut être trop prudent que pas assez, parce qu'il y a eu souvent des sinistres de cette nature dont on s'est rendu compte après coup. Rappelez-vous cette triste affaire de Tchernobyl, du nuage de Tchernobyl qui a quand même provoqué plusieurs centaines de décès en France, mais ça on l'a su bien longtemps après avec les émanations nucléaires de toutes ces affaires. Je terminerai en disant que le plus extravagant de cette histoire, vraiment j'ai été stupéfait, c'est que juste à côté de cette usine, il y a un emplacement,
qui a été réservé pour construire une espèce d'éco-quartier qui doit, mais à 30 mètres, c'est-à-dire que, enfin, de qui se moque-t-on? Qui gère les plans d'occupation des sols? Qui gère, je ne sais pas, le PLU? C'est dingue. On est en train de construire à Rouen, il y a donc l'emplacement, un quartier, un éco-quartier, voilà, aucune émanation, pas de CO2, pas de etc. Les populations, les gens qui vont venir s'installer là risquent d'être à 20 mètres. D'ailleurs, quand ils ouvrent la fenêtre de leur living, et s'ils ouvrent, ils vont donner sur une usine Céveso. On marche sur la tête. Il y a un immense problème d'irresponsabilité du gouvernement au plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il vaut mieux le savoir que de l'ignorer. Comme disent les Chinois dans un proverbe que j'aime à citer, les choses qu'on aime le moins à apprendre sont celles qu'on a le plus d'intérêt à connaître.